Intouchables, de manière assez claire, on trouve votre façon d'aborder cinématographiquement ce concept qui est peut-être un peu le vôtre, cette idée de traduire en fait une trajectoire psychologique d'un personnage, aussi en fait en rapport avec une trajectoire géographique. Effectivement, dans Intouchable, il y avait l'Inde et puis il y avait cette recherche du père. Est-ce que c'est quelque chose justement qui vous tient à cœur? Est-ce que c'est peut-être quelque chose aussi qui vous a séduit directement lorsque vous avez lu le livre? En effet, c'est ce qui m'intéresse le plus dans les films des autres et c'est ce qui m'intéresse le plus quand moi je fais les films, c'est d'essayer de traduire physiquement, voire géographiquement, comme vous le dites, des voyages ou des itinéraires, des trajectoires mentaux ou mentales. Et de les donner à sentir, de les livrer à la sensation du spectateur, au sentiment du spectateur aussi, et éventuellement à son jugement, à sa compréhension, mais le moins possible, après tout. À son intellection, mais j'y tiens après coup, mais pas, en tout cas, c'est pas ce qui m'intéresse d'emblée. Et de rendre sensible physiquement, géographiquement, concrètement, pratiquement, l'aventure intérieure d'un personnage, et de préférence une femme. C'est vrai que c'est mon truc. Mais moi, je me suis mis à aimer le cinéma très très jeune et à en vouloir en faire très très jeune. Mais ce qui me fascinait, ce qui me happait, ce qui m'apportait, c'était ce qu'on appelait, ce qu'on appelle toujours probablement les films d'aventure. Donc ce que je fais pour moi, c'est, même si ça peut paraître paradoxal, sont des films d'aventure, mais ce sont des films d'aventure intérieure, qui se concrétisent, qui se donnent à voir physiquement. Alors que les films que je voyais et qui me donnaient envie de faire du cinéma, c'était des films d'aventure d'emblée physique et oui, très situés, très concrètement racontés. Pour parler vite, c'était les grands films américains des années 40, 50 et même 60. Mais c'était l'inverse, il y avait une intériorité qui apparaissait après coup, comme à déduire éventuellement. Il y avait un paysage mental qui apparaissait en se déduisant de l'itinéraire d'un homme à cheval qui va de Dodge City pourquoi, à Yuma. Je vais me retrouver avec beaucoup d'argent, mais je veux pas d'adresse. C'est pour ça que je veux m'abriter sur ton compte à toi. Faut que mon nom disparaisse. J'ai fait faire une procuration avec ton nom pour une boîte postale. J'ai même pris ton nom pour l'agent immobilier. Je me sentais mieux. Prends-le, mon nom. Je te le donne aussi. En général, les cinéastes ne se posent pas la question de pourquoi je fais ce film. La question, c'est plutôt le comment je vais faire ce film. Et en même temps, j'ai cru comprendre aussi que pendant le tournage, le film, vous l'appréhendiez comme une chose qui existe déjà, mais sans vraiment savoir où il va. Donc, comment on fait pour travailler dans une sorte de paradoxe entre on sait comment on veut faire les choses et en même temps, les choses se définissent visiblement un peu aussi d'elles-mêmes ou se construisent à manière... Il y a cette idée qui est peut-être un fantasme pour moi très opératoire et sûrement pour d'autres, oui, je suis sûr, qui est que, en effet, le film existe, qu'il existe un peu à la manière d'un trésor enfoui que par une opération d'archéologie, on va chercher. Et alors, les archéologues, ils savent, ils découvrent, ils savent par des instruments très divers, des expertises très variées, qu'à tel endroit, tel lieu, enfoui, il y a quelque chose dont ils savent à peu près ce que c'est, je ne sais pas à quelle époque, quel type de tombe, le contenu à peu près de cette tombe. Et tout leur effort, mais sans savoir précisément comment ça se présentera,
Et tout leur effort consiste à creuser au bon endroit et de telle manière que se découvre à eux, au bout du compte, sans dégâts, sans gâchis, intact autant que possible, le trésor qu'ils supposaient. Et qui tout d'un coup se dévoile pour répondre à une attente, mais en même temps dans une exposition qui est le terme d'une découverte. Voilà. C'est une belle image. Ça n'est pas de moi. Ah bon? De qui? De Cocteau. D'accord. Les entretiens sur le cinématographe de Cocteau et son journal du tournage de La Belle et la Bête sont sans doute les choses les plus étonnantes et les plus pertinentes, maintenant que depuis le temps que je fais des films, sur le cinéma, sur comment on fait ça. Viviane ? C'est vraiment pas Tanger, hein. T'as eu du mal à trouver? T'aurais dû me dire devant un Sherpa. C'est quoi ici? C'est ce que tu veux. Il y a une fille là, juste. Oui, c'est Julien. Je sale. Fais comme chez toi. Là, le scénario, c'était une suite d'hypothèses. Et donc, une suite de coups de dés. Et on avait constamment le sentiment qu'on jouait comme ça, qu'on lançait les dés, selon un geste et une prévision, mais en même temps sans du tout être certain que ça allait tomber du bon côté. Jamais. Est-ce que la musique de Bruno Coulet qui était écrite avant vous a nourri justement aussi? Ben, c'était pas du tout la même chose de tourner en sachant dans quelle scène il y aurait de la musique et où ça se passerait dans le cours du film, que si je l'avais fait comme on fait d'habitude, c'est-à-dire une fois monté, ou pré-monté en tout cas, on livre ce montage aux musiciens qui composent à ce moment-là. Postérieurement, souvent très après le tournage du film. Et donc cette commande que vous avez fait à Bruno Coulet, justement, c'était une nécessité aussi pour vous? Ah oui, c'était très important parce que, pour commencer, de toute façon, comme elle est musicienne, qu'elle compose et qu'elle joue, il fallait savoir ce qu'elle jouerait et il fallait qu'Isabelle connaisse ce qu'elle avait à jouer, ne serait-ce que physiquement, qu'elle travaille ces morceaux. Mais elle ne joue pas n'importe quel type de musique. Enfin, je veux dire, cette musique est quand même... Et il fallait composer une musique qui fasse partie de son personnage, de ce personnage. Et ça, vous l'avez travaillé avec le compositeur? Ah, beaucoup. Ouais. Comment ça s'est passé? Eh ben, il me faisait entendre des choses, je lui faisais changer des choses, des maquettes, vous savez, qui vont faire maintenant avec des appareils très sophistiqués, et je lui indiquais des accents, des temps, des temps très importants, et puis des natures de sons ou d'instruments qui me paraissaient propices ou favorables aux scènes que j'imaginais, que j'essayais de supposer. Mais c'est pas du tout pareil de tourner une scène en sachant qu'il va y avoir de la musique et en connaissant ou à peu près cette musique que de la tourner en se disant on verra bien. Pas du tout. Est-ce que justement c'est quelque chose que vous avez envie de réitérer ou est-ce que c'est quelque chose qui On n'a pas forcément l'occasion de faire ça facilement et souvent. C'est pas forcément. Ça dépend, mais
je serais plutôt client de ça que de l'autre procédé, ça c'est sûr. J'arrête, Philippe. Vous arrêtez quoi, hein? Les concerts, tout. C'est fini. Mais on se quitte pas comme ça, c'est pas si facile. Bah si. Ça fait 15 ans. Bah 15 ans, c'est bien, ça, c'est... Je vais éteindre ma vie d'avant.